La méditation de pleine conscience à destination des plus jeunes est souvent présentée comme un remède à l'anxiété, à l'hyperactivité et au défaut d'attention à l'école et en dehors. Comme nous l'avons fait pour les domaines de la santé, de l'entreprise et du sport de haut niveau, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur les méthodes de méditation proposées dans le cadre scolaire, sur leurs bénéfices et sur leurs risques. C'est parti pour la 7e partie de cette chronique. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2, épisode 6, la méditation. En France, l'introduction de la méditation de pleine conscience à l'école donne lieu à un débat public à partir de 2019, autour de la proposition faite par le député macroniste Gaël Le Bohec de mener une expérience dans 240 classes de CM2, 6e et 5e en vue d'une éventuelle généralisation. Méditant convaincu, il a suivi au sein même de l'Assemblée nationale un programme MBSR sur le modèle de celui qui se fait déjà depuis plusieurs années à la Chambre des Lords à Londres. Qui est le responsable de ces cycles de formation en haut lieu ? Jean-Gérard Bloch, vous savez, le créateur du diplôme universitaire Leadership, Méditation et Neurosciences. Les députés vont gagner en lucidité, en capacité de discernement, assure-t-il. La démarche de Gaël Le Bohec s'inscrit dans un contexte où la méditation est déjà présente à l'école de manière informelle depuis le début des années 2010, à l'initiative personnelle d'enseignants qui la proposent parfois dès la maternelle. Déjà à l'époque, la psychologue et fervente méditante Jeanne Siofachin, papesse des enfants surdoués dont il était question plus en détail dans la série Contes et légendes de l'intelligence, déclarait « L'introduction de la méditation à l'école devrait être inscrite au programme de l'éducation nationale. C'est de l'éducation préventive qui ne nécessite aucun moyen ni aucun poste supplémentaire et qui permettrait d'enrayer tellement de difficultés scolaires. » De fait, un rapport du think tank Initiative Mindfulness France révèle qu'entre 2015 et 2019, 23 000 enfants répartis sur 425 établissements ont suivi un programme de méditation de pleine conscience en bonne et due forme. Ces chiffres ne prenant pas en compte les cas où les éducateurs utilisent d'autres techniques de méditation, on peut en réalité s'attendre à beaucoup plus. Les choses commencent à prendre une tournure officielle en 2018 lorsque la ministre des Solidarités et de la Santé recommande les interventions basées sur la pleine conscience dans le champ de l'éducation afin de prévenir les risques sanitaires et sociaux. L'année suivante, la ville de La Rochelle propose aux 5000 élèves qui y sont scolarisés une initiation payante à la méditation de pleine conscience pour un tarif de 96 € par personne, et ce sans que le ministre de l'Éducation nationale n'y trouve à redire, puisque lui-même est favorable à un déploiement de la méditation, je cite, « dans les délais les plus brefs ». Partant de Covid, l'idée d'une pratique paisible qui développe la concentration des élèves, fait progresser le groupe classe et réduit les inégalités est certes séduisante. Le contexte semble donc particulièrement favorable à l'approbation du projet d'expérimentation de Gaël Le Bohec, mais un événement va complètement changer la donne. La publication de 2 communiqués de presse de la Ligue des droits de l'homme, alertant sur le fait que cette décision gouvernementale irait contre le respect de l'application de la loi de séparation des églises et de l'État, socle de la laïcité en France. Le ministre de l'Éducation nationale opère alors un sérieux rétropédalage et le projet est abandonné en 2022. Les promesses sont belles pourtant. Selon les défenseurs de la méditation de pleine conscience, la pratique permettrait aux élèves de gagner en vocabulaire pour exprimer leurs émotions, de mieux déchiffrer leurs sensations corporelles et ainsi d'être moins impulsifs, moins stressés, moins angoissés, plus confiants, plus patients et plus respectueux des autres. Laurence de Gaspari, fondatrice de l'association de promotion de la méditation Enfance et Attention, affirme même que la pratique serait particulièrement bénéfique aux élèves ayant des besoins spécifiques. D'après elle, les enfants rencontrant des difficultés de concentration, TDAH, ou de relation aux autres, troubles du comportement, seraient particulièrement à l'aise dans cet exercice. Voilà de quoi redonner espoir aux éducateurs et aux parents épuisés. De son côté, Gaël Le Bohec met en avant des témoignages d'enseignants et d'enseignantes dans une visioconférence de présentation de son projet d'expérimentation nationale, évoquant bien-être des élèves et retour au calme facilité.
Le député achève sa démonstration sur un ton enjoué. Comme le Dalai Lama l'a dit, si on enseignait la méditation aux enfants à partir de 8 ans, la violence serait éradiquée en une génération. Déjà là, tout est dit. Fin de la citation. Concrètement, sous quelle forme la méditation est-elle proposée aux enfants ? Depuis une quinzaine d'années, les offres faites aux enseignants, aux éducateurs spécialisés et aux parents se sont multipliées. Dans les pays francophones, l'ADM, Association pour le développement de la mindfulness, met en avant Enfance et Attention, organisation qui regroupe des praticiens formés à différentes méthodes, s'appuyant sur le protocole MBSR de Jon Kabat-Zinn, adapté aux enfants et adolescents. Les programmes abordent de manière progressive des thèmes tels que le concept d'attention, les sensations corporelles, les émotions, les pensées et la relation aux autres. Chaque séance commence par une histoire qui développe la thématique et se termine par un moment d'échange pendant lequel ceux qui le souhaitent peuvent partager leurs ressentis. Quelle que soit la méthode choisie, Laurence de Gaspari insiste sur l'importance d'un entraînement quotidien à la focalisation sur le moment présent pour aller contre la tendance naturelle à penser au passé ou au futur. Elle préconise donc que les séances de 1 demi-heure à 1 heure par semaine soient complétées d'un relais en classe de 5 à 15 minutes par jour pour que la pratique devienne une habitude, un rituel. Et si l'activité a lieu dans le cadre d'ateliers périscolaires 1 à 2 fois par semaine, c'est aux parents de s'assurer d'une pratique quotidienne à la maison. Concernant plus spécifiquement les ados, Laurence de Gaspari précise que les participants doivent être volontaires. Avec eux, l'accent est mis sur les questions de stress et de communication. Parmi les quelques méthodes proposées par Enfance et Attention, les plus connues sont la méthode Eileen Snell et le programme Mindful Up. Si vous vous êtes déjà un tant soit peu intéressé à la méditation, vous connaissez certainement la première, au travers du fameux livre « Calme et attentif comme une grenouille », à destination des 4-12 ans. C'est en 2010 que la néerlandaise Eileen Snell publie ce qui deviendra un best-seller traduit en 30 langues et disponible dans 42 pays. À l'aide de méditations guidées hebdomadaires de 4 à 10 minutes, chaque enfant est invité à s'identifier à une petite grenouille calme et tranquille. Il ou elle va ainsi porter son attention sur sa respiration, va voyager vers un monde imaginaire où se trouve une peluche toute douce, ou encore suivre une lumière qui se déplace à travers son corps. 4 ans plus tard, l'autrice publie sur le même modèle un livre à destination des ados sous le titre « Respirer ». Ces adaptations du protocole MBSR en 8 à 10 semaines en fonction de la tranche d'âge demandent en principe une formation spécifique, mais de nombreux enseignants se contentent de suivre les instructions du livre et d'utiliser en classe le CD qui l'accompagne. La méthode Mindful Up, quant à elle, a été créée par la psychologue française Jeanne Siaud-Fachin. Ce programme de 6 à 8 semaines conçu pour des petits groupes en cabinet thérapeutique ou en activité périscolaire s'adosse au programme MBSR et MBCT en y ajoutant des concepts de psychologie positive. Sur le site web de son centre de consultation et de formation Cogitose, Jeanne Siaud-Fachin affirme que sa technique permet d'aider les enfants et les adolescents, je cite, à se recentrer, s'apaiser et résister aux multiples sollicitations du quotidien en développant et cultivant leur capacité de présence au monde, mais aussi à réguler leur stress, à optimiser leur attention, à mieux se concentrer, à développer la confiance en soi et surtout à devenir experts de leur propre fonctionnement. Un entraînement pour la vie. Fin de la citation. Pour promouvoir sa méthode, la psychologue a, elle aussi, publié un livre en 2014. Tout est là, juste là, agrémenté d'un CD de 12 méditations guidées. Une formation certifiante est proposée aux professionnels de l'enfance, de l'éducation et de la santé ayant eux-mêmes déjà suivi un programme de mindfulness MBSR ou MBCT, ayant une pratique personnelle régulière et ayant lu le livre. Outre les méthodes sélectionnées par l'association Enfance et Attention, la méthode PEACE, acronyme de présence, émotion, attention, coopération, empathie, a aussi su faire sa place dans le paysage de l'éducation. D'après sa créatrice Candice Marot, 45 000 jeunes de 5 à 18 ans en ont déjà bénéficié au sein de 950 établissements scolaires et extrascolaires en Suisse, en France, en Belgique et au Canada.
Des collaborations sont aussi en cours au sein du programme européen Erasmus, avec pour objectif de protéger la santé mentale des étudiants en situation de fragilité. Psychothérapeute et ostéopathe crânio-sacré, Candice Marot est membre fondateur de Initiative Mindfulness France, think tank dont le but est de sensibiliser les politiques et les grands décideurs aux bénéfices de la méditation de pleine conscience dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail et de la justice. Après avoir découvert le yoga et la méditation à l'âge de 17 ans, elle étudie diverses traditions au travers de retraites en Inde, au Bhoutan, au Népal et auprès de grands maîtres du bouddhisme tibétain. C'est finalement à Londres qu'elle s'initie à la mindfulness, très présente dans les circuits de la santé intégrative et de la psychothérapie. Elle approfondira ensuite sa pratique au centre bouddhiste Le Village des Pruniers, fondé par le maître zen Thich Nhat Hanh. Le programme PEACE s'étale sur 10 semaines à raison de 2 séances de 15 minutes par semaine, avec des adaptations par tranche d'âge. Respiration en pleine conscience, scan des différentes parties du corps, visualisation, amour bienveillant et mouvement en conscience inspiré du yoga et du qigong. Pour devenir l'un des 800 instructeurs revendiqués par l'organisation, il est impératif d'avoir été préalablement initié à la mindfulness et pour conserver ensuite l'accréditation PEACE, de suivre chaque année un module d'approfondissement. Dans sa communication, la fondatrice insiste sur l'aspect laïque de sa démarche. Le site web indique qu'elle est parrainée par le psychiatre Christophe André, le moine Mathieu Ricard et le docteur en psychologie Ilios Kotsou, contributeur à ses 2 livres sur la méditation pour les jeunes et fondateur de l'association belge Émergence, dont nous aurons l'occasion de reparler. Que disent les études scientifiques au sujet des effets de la méditation sur les enfants et les adolescents ? Comme évoqué précédemment, le mouvement de la méditation transcendantale a toujours été très actif dans la diffusion de cette technique auprès des écoliers et des étudiants, et encore aujourd'hui le prosélytisme se poursuit, notamment au travers d'une communication active des antennes internationales de la Fondation David Lynch, ciblant les professionnels de santé et de l'éducation. Pourtant, les bienfaits annoncés pour les adultes comme les enfants n'ont jamais pu être prouvés. En serait-il autrement pour la méditation de pleine conscience ? De manière générale, lorsque la mindfulness est vantée dans le cadre scolaire, c'est surtout la recherche sur les adultes qui est mise en avant pour convaincre, alors que comme nous l'avons vu dans les précédents volets, elle ne montre pas d'effets probants concernant le bien-être, les comportements prosociaux et la performance au travail. Interrogé dans le journal Le Monde en 2012, le psychiatre Christophe André déclare pourtant « Il existe aujourd'hui un nombre croissant de travaux montrant l'intérêt de la méditation de pleine conscience auprès des enfants, pour l'équilibre émotionnel, les capacités de résilience, la qualité des échanges familiaux et les capacités attentionnelles, notamment dans le travail scolaire et les apprentissages. » Allons donc voir ça de plus près. En 2018, un article scientifique propose une synthèse de 39 études quantitatives publiées sur plus de 10 ans au sujet des bénéfices académiques, cognitifs, socio-émotionnels et psychologiques des interventions basées sur la pleine conscience en milieu scolaire. Il montre que la recherche est peu fournie et qu'elle présente des failles méthodologiques majeures. Les échantillons sont petits, souvent moins de 10 sujets, et en général des études pilotes visant à tester un programme en vue de sa diffusion, ce qui veut aussi dire que les techniques évaluées sont diverses, avec un nombre et une fréquence de séances variables. Sur les 39 études passées en revue, seules 8 comparent leurs résultats à un groupe contrôle actif, c'est-à-dire à des individus qui suivent une activité équivalente, ce qui pourtant est un minimum pour évaluer de manière fiable l'effet d'une pratique. D'autre part, la quasi-totalité utilise des questionnaires auto-administrés ou administrés par les profs eux-mêmes. Et une seule étude mesure les effets 3 mois après l'intervention. Bref, impossible de conclure à une efficacité de la méditation dans le cadre scolaire. Les auteurs concluent que ces résultats demandent, je cite, « à être validés et enrichis par de nouvelles études qui appliqueraient de manière systématique une méthodologie plus rigoureuse, groupe contrôle actif, randomisation, échantillon représentatif, mesure de la pleine conscience. » Fin de la citation. À la suite de ça, une étude est publiée en 2019 par l'INSERM.
en collaboration avec l'association Enfance et Attention, pour évaluer l'impact de la méthode Elin-Snell en termes de réussite scolaire et de bien-être chez 139 élèves de 7 à 11 ans en France et en Belgique. Cette fois, les mesures sont prises auprès des enseignants, des parents et des enfants en âge d'écrire, avant, juste après et 3 mois après le programme de 8 semaines. À nouveau, on est dans de l'auto-déclaratif, c'est-à-dire que les élèves renseignent eux-mêmes leurs ressentis en termes d'anxiété, de bonheur, de pleine conscience, d'estime de soi et de relation aux autres. Ces résultats sont ensuite comparés à des enfants à qui il n'a pas été proposé d'activité alternative, donc un groupe contrôle passif. Même dans de telles conditions qui ouvrent clairement la voie à des biais favorables à l'activité de méditation comparée au fait de ne rien faire, l'auteur indique « Il ne semble pas y avoir de différence entre le groupe contrôle et le groupe intervention ». Sans grande surprise, il conclut tout de même suivant la formule habituelle « Même s'ils sont contrastés, ces résultats sont prometteurs pour l'implémentation plus générale en contexte scolaire français et belge ». En 2022, une méta-analyse cherchant à déterminer les effets des interventions de pleine conscience en milieu scolaire sur les symptômes d'anxiété et de dépression chez les jeunes ne trouve aucune différence significative en comparaison avec des individus en groupe contrôle actif ou sur liste d'attente. Les auteurs déplorent la grande hétérogénéité des méthodes se réclamant de la pleine conscience et concluent, je cite, « Dans l'ensemble, les résultats de cette méta-analyse soulignent la nécessité de mieux définir ce qui constitue une intervention de pleine conscience et remettent en question l'efficacité de celles qui sont actuellement mises en œuvre pour lutter contre l'anxiété et la dépression chez les jeunes en milieu scolaire. » Fin de la citation. En cela, ils rejoignent les résultats d'une autre méta-analyse publiée quelques mois plus tard et qui, dès son titre, se présente comme une mise en garde vis-à-vis des interventions basées sur la pleine conscience dans le traitement des symptômes liés au stress, à la dépression et à l'anxiété chez les adolescents en contexte scolaire. En effet, dans tout le corpus de recherche traitant du sujet, les auteurs n'ont trouvé que 9 études randomisées avec groupe contrôle, parmi lesquelles seulement 4 avec groupe contrôle actif. S'ils observent un effet modéré de la méditation sur les symptômes de stress lorsque les résultats sont comparés à un groupe contrôle passif, de jeunes qui ne font rien de spécial donc, aucun effet n'est observé sur les symptômes d'anxiété et de dépression. Et lorsque comparé à un groupe contrôle actif, de jeunes ayant suivi une autre activité, les interventions de pleine conscience ne montrent aucun effet significatif sur les 3 symptômes. Les auteurs invitent donc à, je cite, « s'assurer que les adolescents souffrant de dépression ou d'anxiété bénéficient de ressources autres et ou complémentaires ». Toujours en 2022, une méta-analyse s'intéresse cette fois aux compétences cognitives, au comportement et à la santé mentale des enfants et adolescents, en se fondant sur 66 études randomisées avec groupe contrôle actif ou passif. Lorsque comparé à des groupes contrôle passifs, les interventions de pleine conscience montrent un effet faible sur l'anxiété et le stress, l'attention, le fonctionnement exécutif et le comportement social. Lorsque comparé à des groupes contrôle actifs, un effet très faible persiste en ce qui concerne l'anxiété et le stress, résultat qui s'efface lorsque les études incluent un suivi après traitement. Par ailleurs, tout comme chez l'adulte, aucune preuve d'amélioration du bien-être n'est trouvée. Les auteurs concluent « L'enthousiasme pour les pratiques basées sur la mindfulness chez les jeunes a sans doute devancé les preuves. » Enfin, j'aimerais évoquer une méta-analyse publiée en 2023 et faisant la synthèse de 46 études randomisées avec groupe contrôle actif ou passif sur les performances académiques, l'impulsivité et l'attention d'élèves de la maternelle à l'université. Elle arrive, elle aussi, à la conclusion que malgré l'observation d'effets faibles en comparaison avec des groupes contrôle passifs, ceux-ci disparaissent lorsque comparés à des groupes contrôle actifs. Globalement, ce que ces travaux montrent, c'est le peu d'études réalisées sur les enfants et les adolescents, la faible qualité méthodologique de celles-ci et le manque de résultats concluants. Parmi la multitude des interventions de pleine conscience, il n'est aujourd'hui pas possible de déterminer si certaines sont meilleures que d'autres, ni quelle durée et intensité seraient les plus efficaces. Il serait également utile que de futures études comparent la mindfulness à des interventions basées sur l'autorégulation qui ont des effets prouvés sur le stress, l'anxiété et les résultats scolaires, ou même la comparent à des activités comme le sport, la musique ou la sieste.
Au-delà de la question de savoir si la méditation peut présenter d'éventuels bénéfices pour les plus jeunes, sa mise en pratique dans le cadre scolaire présente des limites et des risques qui méritent d'être signalés. Tout d'abord, contrairement à ce qu'a pu dire la psychologue Jeanne Siofachin, généraliser la méditation à l'école nécessiterait des moyens conséquents. L'association Enfance et Attention préconise par exemple un cadre adapté, de préférence hors de la salle de classe, afin de permettre aux enfants de méditer de manière plus détendue, assis ou allongés, ce qui n'est évidemment pas toujours possible. Autre aspect important, le coût de la formation des éducateurs à cette pratique et à son encadrement. Il s'élève à une fourchette qui va de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par personne, pour un minimum de 20 heures de cours, ce qui est supérieur à la durée annuelle de formation dont bénéficient la plupart des enseignants en France, et avec la nécessité pour le maintien de certification de certaines méthodes, de justifier d'une pratique continue et de formation supplémentaire. Enfance et Attention met en avant la possibilité pour les enseignants en école privée de solliciter un financement via la formation continue, au travers par exemple de Formiris pour les établissements catholiques, ou de faire payer un intervenant extérieur par l'association des parents d'élèves ou la municipalité. Pour le circuit public, la généralisation de la pratique demanderait une prise en charge de la formation certifiante par l'État et éventuellement, pour limiter les coûts, de l'internaliser au sein de l'éducation nationale. Un autre coût, et pas des moindres, c'est celui du temps passé à méditer et qui vient forcément en substitution d'une activité ou d'un apprentissage peut-être plus efficace ou prioritaire. Cette durée varie de 30 minutes à 1h30, 1 à 2 fois par semaine, avec éventuellement des rappels journaliers sur une période de 2 à 24 semaines, selon les méthodes. Sachant que si l'on veut que les effets perdurent, la pratique devrait en réalité être maintenue toute l'année. Et aspect important qui remet en question l'intérêt de faire autant d'efforts, certains témoignages d'enseignants indiquent que le retour en classe à la fin de l'exercice peut provoquer une grande agitation chez les élèves, réduisant alors à néant les effets attendus de calme et d'attention. Quid également des élèves qui ne souhaitent pas participer? L'activité doit-elle être imposée? Et si ce n'est pas le cas, comment s'assurer que tous les participants sont réellement volontaires face à la pression de l'enseignant, à l'ostracisation et l'ennui que constituerait le fait de devoir attendre sur une chaise que l'activité se termine? Enfin, une question de fond ne cesse de revenir, celle de la compétence des instructeurs dans le milieu scolaire. N'importe qui peut se dire intervenant en méditation ou même en mindfulness, compte tenu du fait que l'appellation n'est pas déposée et que l'activité n'est pas réglementée. Aucune garantie donc qu'un programme de méditation de pleine conscience, une intervention basée sur la pleine conscience ou une formation à la mindfulness ne soit pas tout droit sorti du cerveau de la personne qui propose d'intervenir en classe ou qui vend une formation certifiée clé en main. Sur le terrain, il semblerait en réalité que de très nombreux enseignants ne suivent pas de formation et se contentent d'utiliser en classe la méthode Eileen Snell, calme et attentif comme une grenouille, avec le CD du livre comme guide. D'autres s'inspirent de leurs pratiques personnelles, des conseils de leurs collègues ou d'idées trouvées sur Internet en y mêlant éventuellement yoga, relaxation ou gym douce. On peut donc craindre un certain amateurisme de la part d'éducateurs voulant sans doute bien faire, mais qui exposent des enfants et des adolescents à une pratique non maîtrisée et à d'éventuelles dérives. En France, c'est sans doute ce qui a mené le Conseil scientifique de l'éducation nationale, présidé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene, à encourager un encadrement strict de la pratique dans le cadre scolaire. Le rapport émis sur le sujet en 2022 a pour rédacteur principal le chercheur en sciences cognitives spécialisé dans le développement de l'enfant, Franck Ramu. Vulgarisateur scientifique, il jouit d'une certaine aura dans la sphère sceptique francophone. Mais la posture ambivalente de son rapport est assez déroutante. D'un côté, il reconnaît les résultats scientifiques globalement faibles de la méditation sur l'anxiété, le stress, les capacités cognitives et le comportement des élèves, et il met en doute son intérêt face à d'autres interventions fondées sur la métacognition ou l'autorégulation par exemple, dont les effets positifs sur les apprentissages scolaires, les symptômes d'anxiété et de stress ont un haut niveau de preuve. Il évoque aussi la difficulté à généraliser la pratique de manière contrôlée. D'un autre côté, tout en reconnaissant que de nombreuses questions restent ouvertes et que la prudence conseillerait d'en limiter pour l'instant l'usage au cadre des recherches scientifiques, il ne s'oppose pas à l'utilisation de la pleine conscience et d'autres pratiques de bien-être au sein de l'éducation nationale,
sous réserve de conformité aux protocoles scientifiques validés dans l'état actuel des connaissances. Ce rapport est évidemment éminemment politique, mais un tel niveau de langue de bois et de confusion, qui permet à chacun de lui faire dire ce qu'il veut, ne peut qu'interroger. La consultation de la liste de ses relecteurs laisse envisager que certains ont pu avoir une influence majeure sur sa forme finale. Je pense en particulier au chercheur Antoine Lutz, fervent défenseur des résultats prometteurs de la méditation et membre du think tank de diffusion de la pleine conscience Mind and Life Europe, mais aussi à la chercheuse Rebecca Shankland, porte-drapeau de la psychologie positive, grande promotrice de la pleine conscience à l'école et accessoirement des écoles Steiner-Waldorf surveillées pour dérives sectaires. Franck Ramu aurait-il été manipulé, instrumentalisé? Interpellé sur les contradictions de son rapport, il persiste et signe. Un autre aspect préoccupant, c'est la minimisation des effets indésirables chez l'adulte et l'affirmation que, je cite, « ces interventions en milieu scolaire ne semblent pas poser de risques significatifs ». Comment cette assertion est-elle justifiée dans le rapport? Par la référence à une publication scientifique qui n'a pas pour objet spécifique les expériences négatives en lien avec la méditation dans le cadre scolaire, mais qui dit simplement ne pas en avoir observé. Or, comme nous l'avons vu dans l'émission précédente sur les dangers de la méditation, ce sont au contraire les études dédiées à cette question qui permettent de rendre compte de manière fiable des expériences négatives. Soit dit en passant, cette étude citée dans le rapport, réalisée sur plus de 8000 élèves au Royaume-Uni et incluant un suivi d'1 an après intervention pour établir d'éventuels effets bénéfiques sur la dépression, le fonctionnement socio-émotionnel et comportemental ou le bien-être des élèves, arrive à la conclusion que le programme de méditation de pleine conscience à l'école ne donne pas de résultats supérieurs à un groupe contrôle passif, c'est-à-dire à un groupe d'élèves qui ne font rien de particulier. Mais ces résultats, eux, ne sont pas repris dans le rapport de Franck Ramu. Sachant que l'auteur principal de cette fameuse étude est le directeur de l'Oxford Mindfulness Center, peut-être sa mention au chapitre des effets indésirables de la méditation pour les enfants a-t-elle été soufflée par un ou une relectrice du rapport? Qui sait? La question des dangers que représente l'introduction de la méditation à l'école nécessiterait pourtant d'être prise au sérieux. Sa pratique induisant un état modifié de conscience, le risque d'expériences difficiles chez les plus jeunes, mais aussi de suggestions de la part des instructeurs, est élevé. À ce sujet, un aspect qui peut facilement sembler sans conséquence et qui pourtant a son importance, c'est la dimension lénifiante et moralisatrice de certaines approches issues de la MBSR. Par exemple, dans le livre « Calme et attentif comme une grenouille », l'enfant est invité à visualiser un arbre à souhait sur les branches duquel des pigeons blancs sont posés. Je cite « Prends maintenant le temps de penser à un souhait qui vient du cœur. Une fois que tu sais bien ce que tu souhaites, tu appelles doucement un pigeon. Tu le laisses venir se poser sur ta main près de ton cœur. De ton cœur, tu fais savoir ton souhait au pigeon. Il va comprendre. Tu donnes le souhait au pigeon et tu le laisses s'envoler. Tu le vois s'envoler. Aie confiance, laisse aller le souhait et toutes les images qui s'y rapportent. » Est ensuite donné l'exemple d'un enfant harcelé à l'école dont les problèmes se résolvent après avoir fait l'exercice de l'arbre à souhait avec sa mère. Tout au long du livre, les maîtres mots sont la gentillesse et la bienveillance. Mais un enfant préoccupé ou en souffrance a besoin d'autre chose que d'apprendre à devenir gentil ou à faire un souhait avec le cœur dans l'espoir qu'il se réalise comme par magie. Le harcèlement est un problème complexe qui mérite mieux que ça. Dans la préface du livre, le désormais incontournable Christophe André affirme que les enfants sont naturellement disposés à la pleine conscience et que la méditation peut les aider à acquérir plus d'humanité. Outre le fait que le psychiatre n'explique pas ce qui lui permet d'affirmer de telles choses, la légèreté du propos et l'incitation à faire méditer les enfants et les adolescents, comme si cette pratique était naturellement bienfaisante, laissent songeur. C'est bien vite oublié que les plus jeunes sont vulnérables à des effets secondaires que les enseignants ne sont qualifiés ni à prévenir ni à gérer. La remontée de souvenirs traumatiques et le déclenchement de crises psychiques. Quand on sait que plusieurs enfants par classe sont victimes d'inceste, de violences familiales et de harcèlement, traumatismes au sujet desquels la recherche récente montre que ce sont des facteurs propices au déclenchement de troubles psychotiques chez les méditants adultes, c'est particulièrement inquiétant.
Comme alertait en 2021 Corinne Isnar-Banis, médecin néphrologue méditante et enseignante de méditation de pleine conscience à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, au sujet du projet de généralisation de la pratique dans le milieu scolaire et l'enseignement supérieur, l'idéation suicidaire n'est pas une vue de l'esprit, même à 10 ou 11 ans. Puisque le Conseil scientifique de l'éducation nationale recommandait en 2022 que les intervenants à l'école soient solidement formés, regardons ce que proposent 2 organisations souvent citées pour leur sérieux. Enfance et attention, promue par l'ADM, Association pour le développement de la mindfulness, et la Fondation Sève, mise en avant par le gouvernement français. Le but de l'association Enfance et attention est de développer la pleine conscience auprès des enfants et des adolescents en mettant en contact professionnels, parents et institutions. La méditation y est présentée comme un outil qui permet de contrer les dérives de notre époque, de laisser le cerveau se reposer en étant dans l'instant présent, loin des stimulations incessantes auxquelles notre attention est soumise à cause des écrans et des jeux vidéo. C'est après avoir constaté les bienfaits de la méditation sur elle-même que Laurence de Gaspari décide de créer cette association en lien notamment avec Christophe André et l'autrice à succès Eileen Snell. Tous 2 en sont membres d'honneur aux côtés de John Kabat-Zinn, le fondateur du programme MBSR d'origine, tandis que la chercheuse Rebecca Shankland en est membre bienfaiteur. Comme argument majeur de la valeur de son action, la directrice de l'association met en avant des témoignages d'éducateurs ayant constaté un climat scolaire apaisé et une plus grande concentration dans l'apprentissage. Nous l'avons vu, l'état actuel des connaissances ne permet pas d'affirmer que la méditation auprès du jeune public ait de tels effets. Mais cela n'empêche pas Laurence de Gaspari de citer des publications scientifiques pour étayer ses propos. En particulier la revue de littérature de 2018 que je citais précédemment, alors qu'elle pointe les faiblesses méthodologiques des études existantes, et l'étude de l'INSERM de 2019 à laquelle Enfance et attention a contribué, qui indique ne pas observer de différence de résultats entre le groupe d'intervention en mindfulness et le groupe contrôle passif. Mais qui va aller vérifier que ce qu'elle dit de ces études est juste ? Outre le manque de scientificité de ces affirmations, Laurence de Gaspari adopte une posture classique chez les promoteurs contemporains de la pleine conscience, selon laquelle la méditation apporterait beaucoup de solutions à nos vies perturbées, mais que la pratiquer en ayant des attentes ne permettrait pas d'en récolter les fruits. Je cite « La méditation n'a pas d'objectif, ni même de se concentrer, mais seulement d'être présent à ce qui est là, en prendre conscience. » Lors d'une table ronde, elle dit à des enseignants désemparés « Si vous avez une attente, vous serez forcément déçus parce qu'on ne peut pas prévoir l'instant présent, mais aussi parce que quand on a une attente, on bloque un processus créatif et un développement de potentiel. » En cela, elle rejoint l'enseignement originel de la méditation bouddhique, résumé comme suit par le psychiatre Christophe André. C'est l'attention portée à l'expérience vécue et éprouvée, sans filtre, on accepte ce qui vient, sans jugement, on ne décide pas si c'est bien ou mal, désirable ou non. Sans attente, on ne cherche pas quelque chose de précis. Plus préoccupant, Laurence de Gaspari estime que la méditation est adaptée à tous les publics et qu'il n'y a pas de contre-indication puisque les interventions sont modulées en fonction des circonstances. Si conséquences négatives il y a, elles ne concernent que quelques enfants particulièrement fragiles. Il revient donc à l'enseignant ou l'enseignante de connaître ses élèves pour prévenir les situations problématiques. Elle considère par ailleurs que la méditation ne peut en aucun cas créer une dynamique d'emprise par le fait qu'il s'agit d'une invitation à l'attention et d'un chemin d'émancipation et de partage des ressentis. Or, comme nous l'avons vu dans la précédente émission, la méditation provoque des états modifiés de conscience et lève les barrières cognitives habituelles. Sa méconnaissance des mécanismes qui peuvent mener à l'assujettissement mental, en particulier chez l'enfant et l'adolescent, n'a rien de rassurant pour un organisme adoubé par l'ADM. On pourrait tout de même s'attendre à un minimum de recadrage de sa part lorsque confronté à des discours spiritualisants ou attribuant des vertus magiques à la méditation. Il n'en est rien. Lors d'une table ronde, elle hoche la tête en signe d'approbation lorsqu'une autre intervenante explique « Notre objectif à tous est d'augmenter le champ de conscience de notre civilisation. Le pont avec l'éducation nationale est fait.
pas dans l'objectif de performer dans cette pratique-là, mais dans l'objectif d'augmenter le champ de conscience des enfants. Elle ne réagit pas lorsqu'une personne dans le public explique que la mindfulness permettrait d'étendre la conscience, de préserver les capacités de l'enfance, comme lire un livre les yeux bandés, et de trouver des solutions aux problèmes de demain, pas de manière mécanique, mais en totale conscience, de manière presque quantique. Elle acquiesce également lorsqu'une autre personne dans la salle raconte qu'elle a vu un jour un bébé jouer avec l'ombre d'un objet et que c'est le signe qu'il était entré dans une autre dimension. Passons maintenant à la Fondation Sève, acronyme de Savoir-être et vivre ensemble, autre intervenant installé dans les écoles depuis plusieurs années. Fondée en 2016 par Frédéric Lenoir, auteur spécialisé dans la production de livres sur le bonheur, le bien-être et la spiritualité, elle a pour but de, je cite, « généraliser la pratique de l'attention et de la philosophie avec les enfants et adolescents pour les aider à grandir en discernement et en humanité ». Grâce à un réseau d'animateurs et d'enseignants au Canada, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et au Maroc, ayant suivi le programme de formation Parcours Sève de 4 week-ends, elle propose des ateliers commençant par une séance de méditation pour rendre les enfants plus attentifs et calmes. Parrainée par le psychiatre Christophe André, le philosophe Edgar Morin, le moine bouddhiste Mathieu Ricard et la psychologue Jeanne Siofachin, l'association obtient dès 2017 l'agrément du ministère de l'Éducation nationale pour intervenir dans les établissements publics afin de favoriser le vivre ensemble. Frédéric Lenoir dit avoir rencontré son maître, Jésus, en lisant les évangiles à l'âge de 19 ans et avoir appris à méditer en Inde à 20 ans. Inspiré par les philosophes antiques, puis par la philosophie orientale, il s'intéresse pêle-mêle à Arnaud Dujardin, au bouddhisme tibétain, au psychanalyste Carl Gustav Jung et au penseur indien Jiddu Krishnamurti. En tant que chrétien qui dit prier tous les jours et dialoguer avec Jésus au travers de l'oraison silencieuse, il adhère aussi au concept bouddhiste d'impermanence et considère que la compassion du bouddhisme rejoint celle du christianisme. Militant écologiste de longue date et proche de Pierre Rabhi, dont il partage le goût pour l'agriculture occultiste biodynamique, il insiste sur l'importance de, je cite, « passer d'une logique consumériste pessimiste et négative vers une logique de partage, de plus de conscience et de responsabilité dans laquelle il y aurait plus d'intériorité, de spiritualité. » Et il ajoute « Si on veut changer le monde, il faut commencer par les enfants. » En 2018, Frédéric Lenoir publie « Méditer à cœur ouvert », un livre accompagné d'un CD de 10 méditations de pleine conscience, abordant des thèmes tels que la présence, la reliance, l'amour, le pardon, l'acceptation et la gratitude. Toutes se terminent par un tintement de bol tibétain. Dans l'une d'elles, il propose de visualiser une lumière blanche et chaude qui réchauffe le cœur et irradie tout le corps. Il nous suggère « Je l'envoie vers les personnes en particulier que je souhaite aider, avec lesquelles j'ai des relations difficiles, pour guérir notre relation, par l'amour inconditionnel et aux 4 coins du monde. » Plus récemment, lors de la promotion de son livre « L'Odyssée du sacré », il multiplie les déclarations mêlant religion, neurosciences et philosophie et affirme avec assurance « Les spiritualités ne donnent jamais naissance au fanatisme ». Même si Frédéric Lenoir fait ouvertement état d'un syncrétisme typique de la spiritualité contemporaine, on est en droit d'attendre que son action dans les écoles n'en soit pas empreinte. Malheureusement, tout comme l'association Enfance et Attention, les interventions de la Fondation Sève sont perméables à l'ésotérisme et il n'est pas rare que ses animateurs soient adeptes de pratiques New Age et pseudo-scientifiques. Sylvothérapie, ennéagramme, féminin sacré, soins par les énergies, etc. Et certaines fois, ces connexions sont exposées au grand jour. Le Printemps de l'éducation à Roubaix en 2017 se propose par exemple d'apporter des réponses alternatives pour que nos enfants s'ouvrent à l'être, avec un grand E, au travers d'ateliers méditation et philo. À Montpellier, en 2024, l'université Paul Valéry propose un master de leadership vibratoire dans une approche de pédagogie quantique afin d'œuvrer en pleine conscience, comprenant une retraite socratique dans un temple bouddhiste et dont la responsable de formation dit participer à l'association Sève qui, dans cette ville, a gagné un appel à projet pour promouvoir la laïcité dans les quartiers.
Malgré tous ces signaux d'alerte, et même après l'abandon du projet de généralisation de la méditation à l'école, le gouvernement français continue de faire la promotion de l'initiative de Frédéric Lenoir pour développer l'écoute, la tolérance et l'esprit critique des enfants. Et vous savez quoi ? Après avoir perdu en 2023 son agrément du ministère de l'Éducation nationale pour intervenir dans les établissements publics, Sève réapparaît dans la liste officielle des associations agréées en 2024, sans même être repassé par le processus obligatoire de demande d'agrément. Magique. La Fondation Sève et Enfance et Attention sont deux grandes organisations particulièrement visibles, mais tous les jours, les écoles et les structures périscolaires reçoivent des propositions d'intervention tout aussi laïques, se réclamant de la méditation de pleine conscience à destination des élèves et des enseignants pour améliorer leur santé mentale, augmenter l'attention et la bienveillance en classe. Je vous parlais dans un précédent volet des 2 diplômes universitaires proposés à Strasbourg par Jean-Gérard Bloch à l'attention des professionnels de santé et des managers en entreprise. En France, la pénétration de la méditation dans l'enseignement supérieur est en réalité bien plus vaste. Selon un rapport publié en 2024 par le think tank Initiative Mindfulness France à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 52 interventions et formations de méditation sont proposées dans les établissements de l'enseignement supérieur en France, en particulier dans les domaines de la santé, du travail et des apprentissages. La grande majorité est proposée à l'université, mais c'est aussi le cas en école de commerce et de management, en école d'ingénieurs, en institut de formation des enseignants et à Sciences Po. Elles sont essentiellement à destination des étudiants, mais certaines s'adressent aussi aux enseignants et aux professionnels administratifs. Le rapport de Initiative Mindfulness France se termine par 3 recommandations. Pour les enseignants de l'éducation nationale, il préconise que tous les instituts de formation des enseignants proposent un module optionnel sur les liens entre méditation de pleine conscience et apprentissage sous la forme d'une UE validante de 20 heures. Pour les futurs professionnels de santé, il préconise de systématiquement intégrer au programme des facultés de médecine et de pharmacie des cours sur les liens entre méditation de pleine conscience et santé, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses universités. Enfin, pour l'ensemble des étudiants, il préconise de leur donner accès à des programmes de méditation de pleine conscience MBSR ou MBCT pour favoriser la prévention et le développement de la santé mentale. La France n'est évidemment pas la seule à suivre ce chemin. Au Royaume-Uni, les interventions dans l'enseignement supérieur sont facilitées par le fait que, comme aux États-Unis, les Mindfulness Centers sont souvent rattachés à une université. Par exemple, l'association Oxford Mindfulness, partenaire de l'université d'Oxford depuis 2007, promeut la pratique de la MBCT dans le but d'améliorer le bien-être et la santé mentale. Elle propose des demi-journées de pratique sur des thèmes tels que le lâcher-prise ou la générosité, mais aussi une application mobile, des retraites et des cours pour instructeurs. Même sans politique nationale affichée, force est de constater que les offres de méditation dans le milieu scolaire se multiplient, participant à la fois à la normalisation et à la légitimation d'une pratique qui pourtant montre des résultats faibles et une grande incertitude quant à ses effets néfastes pour les plus jeunes. Si la tribune de la Ligue des droits de l'homme, qui s'inquiétait des dangers de la méditation de pleine conscience pour les enfants, a clairement marqué un coup d'arrêt dans le projet de généralisation de la méditation à l'école en France, la poussée se poursuit désormais de manière moins visible, mais bien réelle. En 2024, le ministre de l'Éducation nationale annonce son projet de mettre en place des cours d'empathie en école maternelle et élémentaire, dans le but de développer les compétences psychosociales des enfants et de prévenir les situations de harcèlement. Dans un premier temps, une expérimentation est menée dans 100 écoles auxquelles on a proposé de choisir parmi différents programmes, dont les ateliers de la Fondation Sève. Les résultats ayant été jugés concluants par le ministre, un kit pédagogique est produit pour une mise en place dans tous les établissements du territoire. Il se trouve que ce kit pédagogique a été finalisé par un chercheur promoteur de la méditation de pleine conscience, s'étant inspiré du programme de mindfulness en école maternelle et primaire, Kindness Curriculum, ou programme de gentillesse, conçu aux États-Unis par un membre historique du Mind and Life Institute, think tank de promotion de la méditation de pleine conscience.
De leur côté, de nombreuses organisations qui jusque-là faisaient la promotion de la méditation ont fait disparaître ce terme de leur site et parlent désormais d'attention et de compétences psychosociales sans forcément que le contenu de leurs interventions ait changé. C'est ainsi que la Fondation Sève, qui jusqu'en 2021 vantait les mérites de la mindfulness auprès des enfants, ne parle plus d'ateliers philo et méditation, mais d'ateliers philo et pratique de l'attention, ou d'ateliers philo et développement psychosocial dans une optique d'éducation à l'esprit critique. Dans le programme de formation, il est aujourd'hui explicitement dit « le terme « pratique d'attention » est préféré au mot « méditation » qui est à proscrire. Les bols chantants et clochettes ne peuvent pas non plus être utilisés. Avant d'opérer ce virage à 90 degrés, 2 de ses membres éminents, Rebecca Shankland, conseillère scientifique de l'association Sève, et Christophe André, membre du conseil d'orientation de la Fondation Sève, tenteront tout de même d'inverser la tendance en publiant une tribune de réponse à la Ligue des droits de l'homme, défendant la diffusion de la méditation à l'école. Tribune co-signée par Antoine Lutz et Jean-Gérard Bloch. Les compétences psychosociales, ou CPS, semblent donc être la nouvelle recette miracle, d'un côté pour favoriser la réussite scolaire et la santé mentale des élèves, et de l'autre pour prévenir le harcèlement et même les conduites addictives. S'appuyant sur la classification de l'OMS, Santé publique France propose une liste de 21 CPS, parmi lesquelles la compétence conscience de soi a récemment cédé le pas à la compétence pleine conscience. On devine bien que le marché des CPS est énorme et que beaucoup se pressent au portillon pour faire leur place à l'école. Mais les grandes annonces des gouvernements qui se succèdent et prétendent répondre aux souffrances des élèves et des enseignants par des mesures focalisées sur la personne ont des airs de cache-misère pour faire oublier les problèmes structurels qui sont à l'origine même de l'épuisement des enseignants et du stress des élèves. Le rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale soulevait déjà la question en 2022. Je cite : « On peut également se demander si, au lieu d'essayer de faire baisser le stress et l'anxiété des élèves, on ne pourrait pas plutôt ou aussi essayer de prévenir de tels symptômes en réduisant les sources de stress et d'anxiété. Par exemple, en modifiant les pratiques pédagogiques et l'organisation du système scolaire. » Fin de la citation. Si les compétences psychosociales ont évidemment leur intérêt dans le développement des enfants et des adolescents, l'environnement dans lequel ils évoluent est en réalité souvent la source première de leurs problèmes d'apprentissage et de comportement. Chercher à calmer les jeunes dans ce contexte revient simplement à leur faire porter la responsabilité de leur mal-être et à les inciter à supporter et accepter les problèmes systémiques dont ils sont victimes et qui les dépassent largement. Enfin, il est vraiment temps de réaliser que la promotion officielle ou détournée de la méditation à l'école et à l'université offre un boulevard aux croyances New Age portées par des adeptes de la spiritualité contemporaine particulièrement enclins à devenir instructeurs de méditation pour aider l'humanité à sortir de son enlisement matérialiste. Au détour de la pratique présentée comme laïque et porteuse de valeurs universelles de bienveillance et d'empathie, ces personnes, souvent sincères, diffusent et banalisent des notions comme les énergies vibratoires, la pensée positive, les chakras ou la réincarnation. Ce faisant, la méditation rejoint l'offre New Age florissante proposée par une myriade d'acteurs privés, incluant lâcher-prise, respiration consciente, sophrologie, yoga-thérapie, bouclier magique contre les agressions, amulette de la confiance en soi, cohérence cardiaque, PNL ou encore CNV, le tout justifié par des arguments pseudo-scientifiques. Bien sûr, on pourrait considérer ces dérapages comme un épiphénomène qu'il serait possible de prévenir. Mais est-ce vraiment le cas ? La méditation peut-elle réellement être laïque ? La Ligue des droits de l'homme a-t-elle soulevé un énorme loup ? Je tenterai de répondre à cette question épineuse dans la prochaine émission. Cette chronique vous a plu et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres ? Pensez à la partager autour de vous. Si elle est arrivée jusqu'à vos oreilles avides, c'est sans doute que quelqu'un vous a recommandé d'écouter MetaChoc. Mais c'est évidemment aussi grâce aux fidèles donateurs et donatrices qui permettent à ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité de revenir inlassablement nourrir vos 2 hémisphères cérébraux. Un grand merci à eux et à elles donc. Si vous aussi vous voulez contribuer, suivez le lien en description vers les plateformes de paiement PayPal, Tipeee ou Liberapay.
Sur ce, je vous souhaite un bon été et on se retrouve en septembre pour la suite. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.